Bonjour à toutes et tous, merci à Stéphane Sapin pour son invitation et pour cette belle organisation aujourd'hui sur le thème de l'EPS inclusive. Je vais dans une première partie poser un point de constat et de définition sur l'inclusion qui apparaîtra pour beaucoup d'entre vous comme un point de rappel, et donc je vous prie d'avance de m'excuser pour ce rappel et pour ces généralités. Mais ce premier point va me permettre d'introduire dans un second temps ce qui me paraît être les défis de l'inclusion aujourd'hui, pas seulement pour l'EPS, mais aussi pour la société tout entière. Alors comme on le sait, le terme inclusion est de plus en plus utilisé par les médias, par les politiques. Il s'inscrit dans le milieu associatif, dans le milieu du travail social, dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire. C'est un terme, c'est une notion qui est vue comme annonciatrice et garante d'une évolution des valeurs et des pratiques, voire d'un changement de paradigme social. Alors cette notion d'inclusion, elle est rarement utilisée seule. Elle comporte de multiples déclinaisons sur le plan économique, social, culturel, citoyen, professionnel, au point qu'on peut s'interroger pour savoir s'il n'y a pas une idéologie de l'inclusion. Car l'inclusion constamment évoquée n'est-elle pas employée parfois de manière dévoyée ou abusive ? Serait-elle devenue une sorte de mot-valise ? Bien sûr, il ne vous a pas échappé que, à peu près dans tous les secteurs de la société aujourd'hui, le monde du travail, le monde des loisirs, le monde éducatif, l'adjectif inclusif, inclusive est associé comme un garant, comme une sorte de label. Et donc c'est l'objet aussi de cette journée que d'interroger cette étiquette, ce label apporté par l'inclusion. L'inclusion serait devenue une sorte de référentiel global et on est ainsi passé de la société d'intégration à la société inclusive. Alors un mot sans doute là aussi de rappel sur cette différence entre intégration et inclusion. La première chose, c'est que cette différence n'est pas valable dans tous les pays, en particulier européens, ni dans toutes les langues. Voilà, elle est spécifiquement liée ici à ce qui se passe en France et à l'histoire en France de la transition entre intégration et inclusion. Je vais y venir. Je rappelle donc que intégration a disparu de la loi de 2005, marquant un renversement de perspective. Ce sont deux conceptions distinctes qui engagent des orientations d'action différentes. Dans un cas, intégration donc davantage centrée sur les difficultés des élèves et les aides à leur apporter. Dans l'autre cas, inclusion, sur l'aménagement du fonctionnement pédagogique pour permettre les apprentissages de tous. On a donc un basculement sémantique qui s'est opéré au moment de cette loi de 2005. L'intégration supposait donc que les élèves, les personnes d'une manière générale dans la société avaient des difficultés qu'il s'agissait en quelque sorte de prendre en compte, mais néanmoins c'était à ces personnes et à ces élèves de s'intégrer, c'est-à-dire de parvenir à se mouler en quelque sorte dans le cadre des institutions où ils étaient accueillis. Dans le cas de l'inclusion, on opère un renversement de perspective, à savoir que l'environnement, le contexte, l'école, la société, le monde du travail essayent de mettre en place des conditions qui permettent l'inclusion de toutes et tous, allant donc jusqu'à introduire cette idée d'inclusion universelle. Alors encore un petit mot là-dessus.
C'est à ce moment-là qu'on passe de la notion de handicap, personne handicapée, à situation de handicap, et donc situation pour une personne de handicap, ce qui là encore pointe ce changement de paradigme entre, d'une part, l'intérêt porté à la personne et à ses handicaps, vulnérabilités, difficultés, et d'autre part, un intérêt, un éclairage porté sur la société, sur le contexte, sur l'environnement, c'est-à-dire sur la situation de handicap. Et ceci, sur le plan sémantique, est important. Et comme vous le savez, la sémantique reflète et annonce des changements on va dire, de perspective qui sont eux aussi importants. L'inclusion se distingue ainsi de l'intégration dans le sens où il ne s'agit pas d'accepter à l'école ou d'y réintégrer des enfants considérés au départ comme nécessitant une éducation séparée en raison de leurs différences ou de leurs particularités. Ce changement, cette orientation mène, et je cite là Éric Plaisance, à se demander quels élèves peuvent effectivement bénéficier de l'intégration et par conséquent quel dispositif adopter, intégration à temps partiel ou non, classe ou unité spéciale, etc. L'éducation inclusive, au contraire, est une position radicale demandant que les écoles se transforment elles-mêmes en communautés scolaires où tous les apprenants sont accueillis sur la base d'un droit égal. Et donc tous les enfants y ont a priori leur place de plein droit. Alors, ce changement de perspective est important, bien évidemment, dans les faits, dans les pratiques. Il est important aussi sur le plan social. Il va, en l'occurrence, me permettre d'introduire après ce que j'appelle des défis pour l'inclusion découlant justement de ces représentations sociales, sociétales, influant sur les politiques publiques. Dans la conception usuelle française, l'inclusion, à partir de ce moment-là, de 2005, désigne l'affirmation des droits de toute personne à accéder aux diverses institutions communes destinées à tous, quelles que soient leurs éventuelles particularités. Et là, on est bien dans l'optique de ce qu'on appelle l'inclusion universelle. Je vous donne également à titre indicatif la définition de l'UNESCO. L'inclusion est considérée comme un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre par une participation croissante à l'apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et à réduire l'exclusion qui se manifeste dans l'éducation. Elle suppose la transformation et la modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d'âge concernée et la conviction qu'il est de la responsabilité du système éducatif général d'éduquer tous les enfants. Donc là, pour le dire encore une fois, le point est bien marqué de ce renversement de perspective. L'inclusion apparaît au terme, en tout cas au terme provisoire, d'une histoire qui a d'abord vu une école ségrégative, c'est-à-dire des enfants séparés dans le système éducatif, plusieurs systèmes éducatifs, à une école intégrative, c'est-à-dire des enfants dont les handicaps ou les vulnérabilités étaient scrutés pour voir si l'école, le système pouvait les accueillir, à aujourd'hui une école inclusive qui se met en ordre de marche, ou en tout cas est censée se mettre en ordre de marche pour que le plus grand nombre, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire universellement, puisse accéder
à l'école. Alors, un petit mot là encore sur la sémantique. L'école inclusive devrait être une redondance, voilà, puisque par définition, l'école telle qu'elle a été pensée, en France notamment, est inclusive. Mais on sait très bien dans les faits qu'elle ne l'est pas. Je rappellerai tout à l'heure ce chiffre de 49 000 enfants à peu près empêchés d'aller à l'école pour des questions de handicap ou de maladie en France, ce qui est quand même un chiffre énorme qui atteste là d'une réalité, d'une difficulté et des limites actuelles de ce qu'on appelle l'école inclusive. Chaque domaine est concerné par le processus d'inclusion sociale, puisqu'il doit permettre aux citoyens d'adopter une approche active dans tous les aspects de la vie sociale. Alors, il y a un autre registre de notions pour caractériser cette ambition inclusive, c'est ce qu'on appelle le registre des capabilités. Les capabilités ne sont pas des capacités, puisque les personnes dont on parle en situation de handicap sont privées de certaines de leurs capacités, mais les capacités sont des options qui sont offertes par le contexte, par la société, par l'environnement, par l'école, pour que les personnes en question continuent d'être considérées comme des sujets, c'est-à-dire des sujets libres, avec une autonomie, même si elle est physiquement, techniquement réduite, et une capacité de choix, capacité de choisir. Et cette notion de capacité, évidemment, joue un rôle crucial dans la définition de l'inclusion, puisqu'elle suppose que, même très diminuée, même dans une situation de handicap grave, même en situation de polyhandicap, même au cœur du croisement de plusieurs types de vulnérabilité sociale, physique, intellectuelle, etc., eh bien, j'ai le droit, en tant qu'individu, de continuer à être considéré comme un sujet capable de liberté, capable de choix. Cette liberté et ces choix, ces capacités sont offertes, en tout cas sont réfléchies par la société dans laquelle je m'inscris, le monde du travail, le monde scolaire, etc. Vous voyez ? Donc il est bien là question par cette notion d'inclusion qui évidemment s'emboîte avec celle d'accessibilité et avec cette notion de capacité, de maintenir les individus dans leur capacité de sujet libre, c'est-à-dire capable de choix. Capable de choix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on me propose une accessibilité technique, je suis en mesure de dire non, par exemple. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'être placé à cet endroit-là, je n'ai pas envie d'être déplacé de cette manière-là. Et puis j'ai encore des projets de vie, les capacités ont été notamment énoncées par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, et son élève Martha Nussbaum, chercheuse américaine, qui avait énoncé un certain nombre de capacités, on va dire, nécessaires pour que les individus soient considérés comme des sujets. Alors, dans cette optique-là, l'anthropologue Charles Gardou, dont le titre de cette journée, l'EPS inclusif, parlons-en, emprunte au titre de son livre « La société inclusive, parlons-en », signale des carences évidentes des savoirs dans le domaine du handicap et a fait 4 propositions au pouvoir public. Premièrement, un serment éthique pour un engagement de tous les acteurs éducatifs, à l'instar du serment d'Hippocrate, qui est le principe de base de la déontologie médicale. Deuxièmement, une obligation formative
pour une évolution des cultures professionnelles. Troisièmement, des entretiens scientifiques pour une actualisation des savoirs à la manière des entretiens de Bichat tels qu'ils ont lieu pour la médecine par exemple. Et enfin, quatrièmement, un Haut Conseil national de la politique du handicap chargé de formuler des propositions et de veiller à une action cohérente et pérenne. Alors je le redis, évidemment ce sont des recommandations, on sait que dans les faits les choses sont très imparfaites. Je disais tout à l'heure ce chiffre de 49 000 enfants qui sont empêchés pour des raisons de handicap ou de maladie d'accéder à l'école. Alors il y en a beaucoup plus sur le plan statistique parce qu'il y a aussi tous les enfants en grande précarité, tous les enfants qui sont issus de communautés du voyage, etc. 49 000, c'est juste un chiffre, on va dire approximatif pour les questions de handicap et de maladie. Dans les faits, on sait bien également qu'à chaque rentrée scolaire, le désarroi des parents, des familles d'enfants en situation de handicap est largement documenté et médiatisé, et c'est une réalité pour montrer la difficulté. Et donc, parmi ces difficultés, la démarche complexe qui est demandée au système scolaire, le problème de la mise à l'écart qui demeure des enfants en difficulté, et puis aussi la différence de conception toujours vive entre les enseignants généralistes chargés d'enseigner aux élèves et les enseignants aidant les enfants à besoins éducatifs particuliers, ce qui provoque des obstacles à l'éducation inclusive. De ce fait, la transformation qu'elle implique, à savoir de passer d'un prêt-à-porter éducatif à une culture du sur-mesure, sous-tend une véritable rupture dans les pratiques. Pour de nombreux professionnels, l'inclusion scolaire montre vite ses limites et ses contradictions face à la complexité d'être moins disjonctive pour l'école, c'est-à-dire intégrer, ne pas intégrer, moins réductrice, réussir, échouer, plus respectueuse des destins. Alors actuellement, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans l'actualité de la recherche et de la communication qui est faite autour de ces questions, une réflexion qui s'initie sur la question de la forme scolaire. La question de la forme scolaire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour repenser l'école de manière à ce qu'elle soit plus inclusive, et je ne parle là pas simplement des enfants en situation de handicap, de vulnérabilité, de maladie, etc. Je pense à l'ensemble des enfants, et je pense notamment à la question du corps à l'école, qui est une question qui me tient particulièrement à cœur. Lorsqu'on parle de design scolaire, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des extérieurs, et ça vous le connaissez, c'est-à-dire du design des espaces, de la manière de repenser l'espace à l'extérieur de la classe, notamment pour les activités physiques et sportives, mais pas seulement. Il est évident que cette réflexion doit prendre une ampleur beaucoup plus vaste et amener à repenser le design scolaire aussi dans la classe pour que, d'une part, l'inclusion puisse s'y faire, mais d'autre part, pour que le corps de l'élève aussi puisse exister. C'est quand même assez frappant de voir aujourd'hui, par exemple, une photo de classe à peu près reproduire le même schéma que dans les années 1960, c'est-à-dire des élèves assis en randonnion derrière des tables. Il y a des expérimentations, il y a des pays qui font autrement, il y a des modèles qui commencent à s'implémenter un peu partout, mais ça n'est pas la généralité. Il y a un réel problème de l'inclusion de tous les enfants au sein
de l'espace scolaire, c'est-à-dire de ceux qui ont envie de bouger, de ceux qui sont hyperactifs, de ceux pour qui le fait d'être assis toute la journée ne convient pas, de ceux qui ont besoin d'apprendre en bougeant, car les enfants petits ont souvent besoin d'apprendre en bougeant. Regardez, vous le savez bien, et bien mieux que moi, ce que font les enfants quand ils apprennent les tables de multiplication ou les conjugaisons. Ils bougent, ils répètent, ils se balancent, ils marchent. Voilà. L'école ne prend pas en compte toutes ces dimensions-là. Et donc c'est aussi à ce titre-là, celui de la forme scolaire, qu'elle a à devenir véritablement inclusive.